C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, un nom, Abass Fall. Il est le nouveau maire de Dakar. Il a été élu ce lundi en remplacement de l'opposant Barthélémy Diaz, déchu fin 2024 de ses mandats en raison d'une condamnation définitive dans une affaire d'homicide. Nous serons à Dakar dans ce journal. La feuille de route des représentants de confessions religieuses en République démocratique du Congo. Ils se sont réunis ce lundi pour mettre les bases d'un dialogue à venir. Un dialogue national politique réclamé par l'opposition depuis plusieurs mois. Nous serons à Kinshasa dans un instant. Et puis ce soir, on repart en enfance avec un très beau livre. Son titre, On dit que les girafes sont en Afrique. Un conte qui nous incite surtout à briser les préjugés. Les deux auteurs étaient avec nous tout à l'heure. On en parle dans ce journal. C'est la première fois en 16 ans que ce n'est pas un membre de l'opposition qui dirige la mairie de Dakar. Abass Fall, ministre du Travail et cadre du PASTEF, a été élu ce lundi à la tête de la mairie de la capitale sénégalaise. Il remplace Barthélémy Diaz, déchu fin 2024 en raison d'une condamnation définitive dans une affaire d'homicide en 2011. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. Sur 88 conseillers municipaux qui ont pris part à cette élection ce lundi, 49 ont voté pour Abass Fall, permettant au ministre sénégalais du Travail et cadre du PASTEF, le parti au pouvoir, d'être élu maire de la capitale sénégalaise. Ce dimanche, Barthélémy Diaz, qui a toujours rejeté sa déchéance de la mairie de Dakar depuis décembre 2024, a affirmé que la rencontre du conseil municipal ce lundi a été illégale au vu du code des collectivités territoriales. Barthélémy Diaz, qui a subi un autre revers, son recours déposé à la Cour suprême pour récupérer son mandat a été rejeté. Je propose d'écouter Abass Fall qui s'est prononcé juste après son élection. Je ne serai pas le maire d'une chapelle politique. Je serai le maire de toutes les Dakaroises et de tous les Dakarois. J'invite l'ensemble du conseil municipal à s'unir autour d'un seul objectif, qui est l'intérêt des Dakaroises et des Dakarois. C'est la première fois depuis 2009 que la mairie de la capitale sénégalaise est contrôlée par le parti au pouvoir. Dakar qui a toujours voté opposition lors des différentes élections municipales depuis 2009. Reste à savoir si cette tendance va se confirmer lors des prochaines élections locales en 2027. On vous parle ce soir des violences faites aux femmes en Centrafrique. Longtemps mises sous silence, elles sont désormais dénoncées. À Bangui, après le meurtre de Clarisse, battue à mort par son compagnon, une vague d'émotions secoue le pays. Femmes et hommes ont marché pour demander de mettre fin à l'impunité. Reportage de Cyril Jefferson Yapende, Pacom Pabenji, Jospin Bissi et Makamara. Elles sont des centaines à avoir répondu à l'appel, vêtues de noir, pancarte à la main et scandent non aux violences conjugales. Cette marche symbolique se veut un hommage à toutes les victimes, parmi elles Léontine Piri, dont la fille est morte en février dernier sous les coups de son compagnon. Voir toutes ces jeunes femmes marcher en mémoire de ma fille, ça me bouleverse. J'espère que les violences faites aux femmes ne resteront plus impunies. Sous la pluie, mères, sœurs et militantes venues de tous les quartiers de Bangui réclament justice et protection. Un appel réitéré par cette association de défense des droits des femmes. Ce silence accusateur, ce silence que tout le monde, la communauté justifie, il faut pouvoir le briser, ce silence. Donc à travers cela, je lance un appel à toutes celles qui se sont concernées par cette marche-là, qui a un numéro vert, qui est à la Fondation Saint-Chabouvier, d'y aller, de se faire enregistrer. Il y a des psychologues là-bas et elles vont vous écouter. Dans la foule, certains ont survécu aux violences, comme Presca Bogon, 10 ans sous l'emprise d'un homme violent. J'ai décidé de sortir du silence. Je veux alerter le gouvernement centrafricain pour qu'il prenne des mesures concrètes contre toutes les formes de violence conjugale que subissent les femmes. Les associations de défense des droits des femmes ont beau multiplier les campagnes contre les féminicides, les violences domestiques perdues. Des experts dénoncent à la fois le désintérêt judiciaire et sociétal. Elles vivent dans des sociétés qui ont des normes
culturelles qui les empêchent de pouvoir enclencher ces procédures judiciaires. Pour pouvoir faire face à ces situations, outre le fait de pouvoir doter, renforcer un peu les capacités des institutions judiciaires, il faut aussi sensibiliser la population, aussi bien les hommes que les femmes, sur la nécessité de pouvoir accorder une place aux femmes de nos sociétés. En Centrafrique, les femmes ne réclament plus seulement des lois. Elles exigent qu'elles soient appliquées et elles n'ont pas l'intention de se taire. Cette image d'union en République démocratique du Congo, les représentants de confessions religieuses du Congo se sont réunis pour présenter une feuille de route pour un dialogue national, le dialogue national politique qui doit servir à instaurer la paix dans le pays. Il est réclamé par l'opposition depuis plusieurs mois. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangoula. Selon les chefs religieux, 4 étapes sont essentielles pour résoudre la crise sécuritaire et politique en RDC. Alors parmi ces étapes, l'instauration d'un climat de confiance et la tenue d'un dialogue des experts pour poser les bases d'un pacte social. Mais l'étape clé de la feuille de route des chefs religieux, c'est la tenue d'un dialogue politique. Le dialogue est présenté comme la solution pour un Congo, disent-ils, plus beau et en paix. Alors pour cela, les chefs religieux veulent réunir autour de la même table la majorité au pouvoir, l'opposition politique, la société civile et même l'opposition armée. Reste, selon les églises, à ce que la présidence donne son feu vert. Le chef de l'État est déjà impliqué avec nous par le fait que son cabinet a travaillé pendant 1 mois et demi. Maintenant, il reste des actes solennels, des actes d'État, comme on appelle, qui doivent avoir un fondement juridique pour donner justement toute la compétence nécessaire à ces assises qui seront assorties certainement des conclusions utiles pour l'avenir de notre pays. Nous avons près de 7 millions de nos compatriotes qui sont en errance sur des questions humanitaires. Il y a la tension qui continue à monter. Donc le plus tôt, nous tous sommes engagés dans la voie de la paix. Ce que nous avons demandé en termes d'exhortation au chef de l'État, que ces actes soient posés le plus vite possible. Selon une source proche de la présidence, les discussions se poursuivent entre la majorité au pouvoir et les chefs religieux. Reste à définir notamment la date de la tenue de ce dialogue politique et sa durée. Jusque-là, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'était montré méfiant vis-à-vis de l'initiative des églises, considérée, selon certains membres de la majorité, comme un tremplin pour l'opposition. On dit que les girafes sont en Afrique. Qu'en pensez-vous ? On en a débattu tout à l'heure avec nos invités. Il s'agit du titre d'un livre pour enfants, un livre qui a au passage pour but de briser les préjugés et les idées reçues. Les 2 auteurs, Naïl Vendoy et Farid Malki, étaient nos invités tout à l'heure. Ils reviennent sur l'histoire du livre et son but pédagogique. C'est une histoire d'une petite cigogne qui va faire sa première migration et elle va effectuer donc le déplacement de l'Europe vers l'Afrique et elle a hâte parce que son animal favori ce sont les girafes et elle est persuadée qu'elle va en trouver en Afrique en y allant et elle va arriver dans une Afrique qui est beaucoup plus urbaine que ce qu'elle pouvait imaginer avec plein de clichés, plein de préjugés qu'elle va progressivement déconstruire au fur et à mesure des péripéties. Alors comment vous est venue l'idée de faire cet album, de raconter cette histoire ? Alors c'est lors d'une discussion avec un cousin sénégalais qui a passé 30 ans de sa vie au Sénégal et qui a vu pour la première fois des girafes en Europe. Et ça m'a énormément surpris et cet étonnement m'a questionné parce que je me suis dit mais comment est-ce possible ? Quels sont moi mes préjugés ? Qu'est-ce que je colle finalement à l'Afrique ? Pourquoi j'y pensais forcément qu'il avait vu des girafes en Afrique ? J'étais à l'époque professeur remplaçant et j'allais dans plein d'établissements où à chaque fois il y avait des projets pédagogiques autour de l'Afrique et on voyait tout et n'importe quoi. On pouvait voir forcément des animaux sauvages, mais aussi des affiches de noirs, mais noirs américains. J'ai même vu une fois un tipi, l'habitat des Amérindiens construit au milieu de la classe. Et c'est là que je me suis dit, il est important de participer à la construction d'un autre narratif à destination des plus jeunes. Et j'ai proposé à Farid de coécrire un livre pour enfants. Et qu'est-ce qui vous a séduit, Farid, du coup ? Alors, ce qui m'a séduit, c'est parce que ça faisait écho à ce que je vivais dans ma classe. Dans ma classe, j'enseigne toujours de manière à ne pas véhiculer les stéréotypes. Quel âge ont vos élèves, excusez-moi ? 10 ans, une dizaine d'années. Et j'enseigne toujours pour éviter de véhiculer ces stéréotypes, comme je disais. Et concernant l'Afrique, effectivement, quand on travaille sur des histoires, on retrouve très régulièrement un continent qui est fantasmé où on avance le côté sauvage de ce continent. Donc à partir de là, avec Naïl, on s'est un peu intéressé à ces différents stéréotypes qu'on retrouve dans la littérature de jeunesse qui traite de l'Afrique. Et à partir de là, on a écrit l'histoire qu'on voulait.
Alors, est-ce que vous allez écrire d'autres histoires pour casser d'autres préjugés sur le continent africain pour les enfants ? On va peut-être voir comment les élèves, les enfants, les parents, les enseignants vont s'emparer du livre. Alors, est-ce que c'est un livre pour enfants ou c'est un livre pour adultes finalement ? Alors, un petit peu des deux. Alors, il est destiné essentiellement aux enfants parce que c'est un album de littérature de jeunesse pour leur faire découvrir un autre aspect de l'Afrique. Mais si au passage, on peut déconstruire certaines représentations des adultes, pourquoi pas ? Mais on travaille essentiellement avec Naïl pour essayer justement de construire un schéma narratif différent pour proposer un petit peu autre chose de ce qui se fait. Et quels sont les préjugés auxquels vous êtes le plus confrontés justement dans vos classes concernant le continent africain par ces enfants qui ne connaissent pas le continent ? Alors oui, effectivement, les préjugés qu'on retrouve régulièrement, c'est l'Afrique un petit peu sauvage. On va essentiellement situer les événements dans la savane, avec des animaux, avec le lion, qui est souvent un personnage emblématique, les girafes, comme un peu dans notre histoire, mais également les éléphants, etc. Et les personnages sont souvent dans un milieu rural, vivant dans de petits villages, dans des cases. Et c'est ces éléments-là qu'on a voulu un petit peu déconstruire. Alors vous avez... Sur une Afrique pays, en fait, où on ne différencie pas en fait les 54 États, les peuples. On le voit très bien dans votre album justement parce qu'on va spoiler parce que de toute façon les enfants adorent qu'on raconte la même histoire tous les soirs. Mais cette cigogne au retour, quand elle revient sur le continent européen, elle traverse... Bon, d'abord, on lui explique que les girafes, on les trouve au Kenya, que l'Afrique, c'est très grand. Et ensuite, quand elle traverse, elle voit des girafes dans un parc zoologique en Afrique du Nord. Donc, on voit aussi, on essaye d'ouvrir dans cet album des perspectives autres et montrer aussi que l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent vaste et qu'il y a ces diversités. C'est vrai, on a essayé de placer un peu d'apport culturel. Là, ce sont les girafes de Dabou qui sont dans le Niger, qui sont des gravures rupestres. Il y en a dans le sud de l'Algérie également. Tassili. Et voilà, Tassili Nadjer. Et on a voulu, à la fin, on a fait une double page un peu explicative pour aller plus loin, pour donner un peu des éléments aux parents ou aux enseignants sur vraiment les apports culturels qu'on a essayé de placer dans le livre, tout au long du livre. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.